Il est 9h21, intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur la semaine écoulée et s'arrêter notamment sur les ventes au détail aux États-Unis. Et surprise avec une forte hausse. Tout à fait. On les attendait à 2%, en hausse de 2%, elles sont sorties nettement meilleures à 3,8%. On constate que la frénésie de consommation des ménages est toujours présente malgré l'inflation. Donc ça c'est positif. Les ventes au détail atteignent un nouveau record et se situent à plus de 15% au-dessus des niveaux de pré-pandémie, c'est ce qu'on voit sur le graphe. Autre signe positif, les ventes de voitures ont été réalisées ce coup-ci dans les véhicules neufs, ce qui laisse penser que les goulots d'étranglement dans les chaînes de production se résorbent. Alors il faut quand même relativiser ce chiffre parce qu'il n'est pas ajusté de l'inflation, donc il exagère de facto. Ce chiffre rattrape le chiffre du mois dernier qui était vraiment mauvais. Et puis, il y a aussi Omicron qui a favorisé probablement ce chiffre, car les ventes en ligne ont bondi de 14,5%, comme à chaque pandémie, à chaque, pic de virus. Et les ventes de restaurants ont baissé. La majorité de la hausse aussi se situe dans les ventes de voitures avec 5,7%. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi le dollar n'a pas monté sur l'annonce. Alors Philippe, on va parler aussi des minutes de la Fed et comme prévu, elles ont annoncé un cycle de hausse des taux et une réduction du bilan de la Fed plus rapide. Oui, alors je vous rappelle, les minutes, c'est le procès-verbal de la réunion de la Fed des 25 et 26 janvier dernier. Donc, alors, entre-temps, on a eu des déclarations de membres de la Fed, notamment M. Boulard, qui, je vous l'avais dit la semaine dernière, était en faveur d'une hausse des taux directeurs de 50 points de base dès mars, voire d'une hausse intermeeting. Donc, c'est ce que les traders cherchaient à savoir en lisant entre les lignes dans ces meetings. Sauf que depuis, Boulard, même s'il a réitéré qu'il aimerait voir une hausse de 100 basis points d'ici juillet, il a un peu rétropédalé en annonçant qu'une hausse intermeeting n'était pas imminente, mais qu'il faudrait y penser. Alors, que nous disent ces minutes ? Que les membres de la Fed ont perçu une perspective de croissance nettement plus forte, une inflation substantiellement plus élevée et un marché du travail notablement plus tendu. Alors par conséquent, un cycle de hausse des taux directeurs plus rapide que lors de 2015 serait probablement garanti si l'économie évolue selon les anticipations du comité. Alors ils ont rajouté aussi que les conditions économiques et financières actuelles avaliseraient probablement une réduction du bilan plus rapide que lors du précédent quantitative tightening qui a eu lieu en 2017-2019. Donc au final, on n'a rien appris de nouveau avec ces minutes, on n'a pas eu de signal fort, ce qui explique la baisse du dollar sur l'annonce. Philippe, on va rester attentif à quelques événements cette semaine. Tout d'abord, celui les indices des directeurs d'achat en zone euro, les fameux PMI. Oui, alors là, on a déjà eu la France qui est sortie nettement meilleure. Avant tout, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est President's Day. Donc Wall Street est fermé. Par contre, on a les marchés de futurs comme le Forex sur le CME à Chicago qui sont ouverts. Consultez le site officiel de la bourse pour les actifs que vous désirez trader. Alors concernant les directeurs d'achat en zone euro, le plus important, il va sortir dans 6 minutes, c'est celui de l'Allemagne. Donc on devrait voir les indices en hausse. Il y aura aussi ceux de la zone euro après qui vont sortir dans 36 minutes. Donc dès le février, pourquoi ? Parce que dès le 2 février, la France a supprimé la contrainte de télétravail, a levé les jauges pour les grands événements. Et puis depuis le 6 février, on peut même danser en boîte de nuit. L'Allemagne a annoncé elle aussi un assouplissement des mesures barrières en 3 temps jusqu'au 20 mars. Donc ça devrait se traduire par une hausse de l'indice PMI donc dans 5 minutes, notamment dans les services. De plus, on voit bien que les données de mobilité Google nous indiquent un rebond de l'activité en février. Donc c'est quand même attendu ces chiffres meilleurs. On a vu l'euro-dollar monter et rebaisser sur le coup avec le chiffre français. Donc ces sondages seront quand même intéressants pour déterminer si les problèmes de logistique s'arrangent et si on a récupéré la chute de janvier. Alors Philippe, on va prendre aussi le pouls de la confiance des consommateurs américains et là leur sentiment s'est probablement détérioré.
Oui, tout à fait, notamment avec l'inflation et avec la baisse des marchés actions, hein. Je vous rappelle que l'inflation est à 7,5% en annualisé, ça fait donc un plus haut depuis 1982, et que les Américains sont très sensibles au prix du gallon, d'autant plus que la driving season arrive, hein. Le S&P 500 a déjà perdu 8,6% depuis le début de l'année dernière. Le Nasdaq 13,4% avec certaines valeurs phares comme Facebook qui affichent moins 38%. Mais il faut réaliser, hein, car on remarquera sur le graphe que l'indice reste plus haut, l'indice de confiance donc des consommateurs reste plus haut qu'avant la crise des subprimes en août 2007. Enfin, Philippe, et surtout, il y a le conflit russo-ukrainien et Vladimir Poutine qui semble tirer les ficelles en stratège. Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, à partir de jeudi, on a eu des violations des cessez-le-feu qui ont explosé dans la région du Donbass, hein, on en compte des milliers. Vendredi, on a eu les deux leaders séparatistes pro-russes des oblasts de Donetsk et Luhansk qui ont annoncé l'évacuation des civils vers la Russie à Rostov-sur-le-Don. On parle maintenant de 190 000 soldats russes qui sont amassés aux frontières. Et hier, on a eu une démonstration de force avec des lancements de missiles hypersoniques qui sont très bien passés d'après M. Poutine. Les exercices militaires en Biélorussie continuent alors il aurait dû s'arrêter hier. Donc ils ont pris comme prétexte la violation du cessez-le-feu dans le Donbass. Alors maintenant, on a appris aussi que le matériel et les troupes russes qui devaient partir restent sur place, contrairement à ce qu'avait annoncé l'armée biélorusse la semaine dernière. Alors déjà pour la Crimée, en 2014, Poutine avait utilisé le prétexte d'exercices militaires pour approcher ses troupes et envahir, hein. Hier soir, la société d'imagerie satellite Maxar, hein, qui travaille pour le gouvernement américain, a observé des nouveaux mouvements d'artillerie, de tanks et de troupes à seulement 15 km de la frontière. Donc, donc au minimum, on constate que Poutine augmente la pression, ça c'est clair. Alors concernant les vidéos d'annonce d'évacuation des leaders séparatistes, hein, il a été remarqué que via les métadonnées de ces vidéos, elles ont été enregistrées 2 jours plus tôt que l'annonce, ce qui confirme que ce sont des fausses bannières, hein. En clair, comme l'ont annoncé les USA, la Russie cherche à fabriquer un prétexte d'agression pour envahir l'Ukraine, enfin tout du moins le Donbass, hein. Alors Biden a pris la stratégie de couper l'herbe sur le pied de Poutine en annonçant publiquement toutes ces fausses bannières et en indiquant qu'une invasion russe est imminente, hein, ce qui permet de gagner du temps. Alors quelle est la situation ce matin? On voit bien les marchés remontent parce que tant qu'il y a des annonces de rencontres prévues, il existe encore un espoir de résolution diplomatique, hein. Alors ce matin, on a le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, qui va parler, je vais dire, avec son homologue français, M. Le Drian. Jeudi, donc, on a une rencontre à Genève entre le secrétaire d'État américain, M. Blinken, et M. Lavrov. Et hier matin, on a Macron qui a téléphoné donc 2 fois avec Poutine et puis entre-temps, entre les deux appels avec Zelensky. Donc il a réussi à obtenir le principe d'un sommet entre Poutine et Biden a accepté sous condition qu'il n'y ait pas d'invasion. Donc ce sommet aura lieu après la réunion de jeudi entre Blinken et Lavrov qui va en déterminer la substance, hein. Le Kremlin, ce matin, via IFAX, ils annoncent que Poutine et Macron se sont accordés comme quoi il y a un besoin de continuer du dialogue sur l'Ukraine. Bon, on voit bien, ils souffrent toujours le chaud et le froid, comme d'habitude, hein. Par contre, il faut réaliser qu'on n'est pas revenu à la case départ, hein, parce qu'en attendant, les troupes militaires russes sont de plus en plus en situation d'envahir l'Ukraine qui est complètement encerclée. Alors, qu'est-ce qu'anticipe le marché? Bon, le marché, d'après ce que je vois, ils anticipent un mix d'une solution diplomatique à environ 50%, une invasion partielle de l'Ukraine à 35%. C'est pour l'instant ce qui est intégré dans le marché. Une occupation de l'Ukraine n'est anticipée qu'à hauteur de 10%. Alors sur le graphe, qu'est-ce qu'on voit? On voit les variations du rouble lors des divers événements politiques qui sont arrivés depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Alors on remarquera que la faiblesse du rouble est pour l'instant contenue, qu'elle est plus souvent plus importante sur les monnaies émergentes que via le dollar. Bon, ça peut s'expliquer, notamment parce que la Banque centrale russe, elle intervient sur le dollar et non pas sur les monnaies émergentes.
On remarquera aussi que la faiblesse ultime du rouble dépendra plus des sanctions internationales, donc ce qui s'est passé après la Crimée, que d'un acte de guerre éventuel. Hein. Et on peut penser que là, le rouble pourrait baisser d'au moins 10% avec une invasion partielle. Hein. Alors pour ceux qui aiment la volatilité, sachez bien que l'ancien oligarque russe et dissident vient de nous prévenir, M. Khodorkovsky, hein, il pense que Poutine, il nous prévient, il nous dit que Poutine pense que les conflits ne se résolvent que par la violence. Poutine s'arrêtera seulement lorsqu'il aura trouvé plus fort face à lui. Donc voilà, c'est pas très réjouissant. Hein.